Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue à notre conférence. Nous allons commencer. Après Pierre Hilard, après Jean-Michel Vernochet, après Youssef Indy, après Lucien Cerise, Michel Drac, Marion Sigaud, le professeur Lozac Meur, sans oublier d'avoir une pensée pour les regrettés Claire Sévrac, Corinne Gouget et le père Jean Boboc. Nous avons le grand honneur et l'immense joie d'accueillir aujourd'hui parmi nous Valérie Bugeaud. Vous êtes docteur en droit de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez rédigé une thèse portant sur le droit de l'entreprise et, dans son prolongement, élaboré une théorie juridique unifiée qualifiée d'iconoclaste de l'entreprise. Avocat fiscaliste dans le domaine des prix de transfert, avocate en droit fiscal interne, vous avez orienté votre carrière en direction de l'analyse des problématiques et de géopolitiques économiques. Vous êtes essayiste et vous avez publié plusieurs ouvrages aux éditions Sigest. À ce propos, n'oubliez pas de vous rendre à la librairie pour vous nourrir, pour vous approvisionner en nourriture intellectuelle dès que vous le pourrez. Les livres de Valérie Bugeaud, le premier livre a été édité en 2017, il s'intitulait « Du nouvel esprit des lois et de la monnaie », suivi en 2018 de « La nouvelle entreprise », et en 2019, « Les raisons cachées du désordre mondial », assorti d'un second livre, « Demain dès l'aube, le renouveau ». Valérie Bugeaud a également publié des articles dans la revue Méthode, ainsi que sur le site que je vous recommande de consulter, qui s'appelle Stratégica, un site fort bien fait et très riche en informations. Nous vous accueillons aujourd'hui à Nice pour traiter de la crise des institutions françaises et des pistes pour une refondation. Pour clore, comme l'avait dit un jour le philosophe Henri Bergson, l'avenir n'est pas ce qui arrive, mais ce que nous allons en faire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, applaudissez Valérie Bugeaud. Bonjour à tous. Je vais être intimidée. Autant d'applaudissements. En tout cas, je vous remercie d'être là et de vous intéresser au sujet que j'aborde, qui en effet maintenant commence à prendre un peu plus d'ampleur étant donné la situation juridico-politico-sanitaire que nous rencontrons depuis déjà plusieurs mois et qui n'est pas en voie de s'améliorer. Alors, je vous propose aujourd'hui une conférence que j'ai intitulée « Les racines du globalisme esclavagiste et comment y remédier ». C'est une conférence en 3 parties. Alors, à l'occasion de la première partie, je vais élaborer les sujets institutionnels en vous montrant comment nos sociétés politiques, organisées autour du parlementarisme et de la séparation des pouvoirs, organisent en réalité un anti-État. Et nos sociétés sont fondamentalement et initialement antidémocratiques. Ensuite, je passerai à l'explication profonde de la raison pour laquelle le fait politique a disparu au profit du fait économique, qui est l'ossature essentielle de mes travaux, en fait, la structure autour de laquelle tous mes travaux se sont réalisés. Et vous verrez que je vous montrerai comment le principe monétaire a été capté par les banquiers commerçants, qui étaient les banquiers changeurs du Moyen-Âge, qui ont perverti la monnaie, mais qui ont perverti d'abord le concept monétaire pour ensuite accaparer centraliser et accaparer dans leurs mains à la fois l'émission et la circulation monétaire. Et enfin, pour ne pas être trop désespéré, je finirai par une 3e partie qui vous invite non seulement à la réflexion, mais également à l'action, en vous proposant un avenir politique et démocratique, mais cet avenir ne repose que sur la capacité collective des gens à se réunir et à se réorganiser en commun autour d'intérêts stratégiques politiquement représentés et qui permettrait de faire échec au lendemain que nous réserve et qui a été préparé pour les populations du monde entier, parce que nous ne sommes pas les seuls en France à subir cette loi des reins. Voilà. Donc, si vous le voulez bien, nous allons commencer par la première partie. Comment l'inexistence démocratique initiale qui est cachée, qui s'est cristallisée
qui s'est transformé et cristallisé autour des institutions européennes qu'on connaît aujourd'hui et qui maintenant sont presque de façon notoire antidémocratiques. Maintenant, les gens commencent à l'avoir compris et à le savoir, ce qui n'était pas le cas il y a encore une dizaine d'années. Puisque en fait, les institutions européennes ne tournent qu'autour du lobbying et que le lobbying, c'est l'appropriation du politique par les grandes entités économiques essentiellement anonymes. Donc, ce n'est qu'une évolution puisque nos États, initialement, étaient déjà organisés de façon antidémocratique. Alors, comment est organisé fondamentalement notre État ? Eh bien, tout le monde le sait, nous sommes organisés en système parlementaire autour de la séparation des pouvoirs. Alors, qu'est-ce que c'est que cette interprétation ? Parce que c'est une interprétation quand même de la séparation des pouvoirs, même si textuellement on retrouve les termes que Montesquieu avait décrits. Néanmoins, nous avons donc un système organisé essentiellement autour d'un parlement, un parlement qui représente le pouvoir législatif et dont la fonction exclusive est de fabriquer du droit, faire des lois. Nous avons ensuite un pouvoir exécutif dont la fonction est de veiller justement à la bonne exécution des lois votées. Et nous avons non pas un pouvoir, mais une autorité judiciaire qui est en réalité intégrée au pouvoir exécutif, puisque que l'on parle du siège ou du parquet, ces deux organismes sont chapeautés par un ministère qui siège dans le gouvernement. Alors, la première remarque qui s'impose, c'est qu'en réalité, tous ces pouvoirs, apparemment séparés, sont concentrés dans les mains des partis politiques vainqueurs aux élections législatives. Donc déjà, premièrement, la séparation apparente n'est pas réellement une séparation des pouvoirs. Et deuxièmement, le pouvoir monétaire est absent de cette organisation politique. Il est absent initialement. Alors, parlons un peu des partis politiques, justement. Puisque vous savez que le parlementarisme, en fait, est inhérent, enfin, le système des partis politiques est inhérent au parlementarisme. Le parlementarisme est fondé sur les partis politiques. Et les partis politiques, eh bien, ce sont deux choses. Un organe de séduction de masse et de collecte de fonds. Ce sont les deux piliers fondamentaux d'un parti politique. Le parti politique filtre les intérêts divergents qui traversent une collectivité et ce filtre est orienté par la nécessité de collecter des capitaux. Donc, si vous voulez, tous les intérêts politiques variés, divergents qui traversent la société ne sont représentés que par ce filtre du parti politique. Et ce filtre est biaisé au départ. Donc, les partis politiques ne permettent pas une représentation politique effective des différents intérêts qui sont contradictoires dans une large mesure, qui traverse une collectivité organisée formant un État. Alors, l'élu, qu'est-ce qu'est l'élu ? Eh bien, l'élu, c'est une émanation des intérêts du parti politique. Il est une sorte d'émissaire politique de son parti. L'élu doit respecter la discipline du parti lors du vote des lois. Et le respect de cette discipline sert de test pour valider la cooptation du personnel politique par les partis. On a eu encore assez récemment, à l'occasion de cet événement covidique, une expression, une manifestation de ce que je vous décris là, parce qu'une députée qui s'appelle Martine Bronner, donc qui est médecin, qui s'était lancée en politique, je pense, pour essayer de faire entendre sa voix, s'était inscrite dans la liste LERM. Et étant donné qu'elle a refusé de voter le plan de déconfinement, elle a été directement exclue du parti En Marche. Donc vous voyez, c'est pas une exception. Je veux dire, c'est comme ça que fonctionnent les partis politiques. Donc l'élu, eh bien, il est profondément indépendant du corps électoral. Il ne fait que valider à l'aveugle une cooptation préalable du personnel politique par les organismes administratifs des partis. Et le corps électoral ne contrôle en aucune façon les activités parlementaires effectives des élus. Alors la séparation des pouvoirs, eh bien, vous voyez, c'est d'abord la concentration des pouvoirs dans les mains des partis vainqueurs aux élections.
Mais il faut aussi envisager la possibilité où un parti n'est pas majoritaire et où il est obligé de réaliser des tractations occultes avec des partis plus ou moins amis, voire pas forcément amis, pour dégager une majorité. Et là, nous avons un régime parfaitement plutocratique. Alors, la séparation des pouvoirs telle qu'elle résulte de nos régimes politiques, eh bien, c'est une simple apparence. Les partis politiques concentrent en réalité tous les pouvoirs. Les partis politiques sont des relais des intérêts financiers desquels ils dépendent. Et le pouvoir monétaire et financier, qui reste dans l'ombre, lui assure une irresponsabilité à la fois de fait et de droit. Donc, si vous voulez, cette concentration du pouvoir économique dans le phénomène institutionnel génère en réalité non pas une plutocratie simple, mais une plutocratie absolue, puisqu'il n'y a aucun contre-pouvoir effectif à cette domination financière exclusive. Alors, il faut aussi comprendre que cette séparation des pouvoirs est en réalité c'est érigé contre l'équilibre des pouvoirs sur lequel a été fondée toute la théorie de Montesquieu. Montesquieu n'a érigé le principe de séparation des pouvoirs que pour réaliser un équilibre entre les différents pouvoirs. Or là, l'interprétation institutionnelle de nos régimes qui a été donnée par ce parlementarisme représentatif, eh bien, en réalité, réalise exactement l'inverse de ce que des fondamentaux sur lesquels Montesquieu était parti. Donc il faut bien comprendre que la séparation des pouvoirs actuels n'est qu'une interprétation en réalité de la théorie de Montesquieu qui visait effectivement à équilibrer les pouvoirs beaucoup plus qu'à les séparer. D'autre part, je rappelle quand même ce que j'ai déjà dit, c'est qu'un pouvoir est ou n'est pas. Si vous explosez un pouvoir en différentes entités, eh bien en réalité, c'est une façon de le faire disparaître au profit d'entités qui ne sont pas mentionnées. Alors, le pouvoir monétaire est le grand absent de la séparation des pouvoirs. Il est occulte, mais omniprésent dans l'organisation de l'État, en raison d'une part des partis politiques et en raison également du problème de l'avènement des banques centrales indépendantes. Donc je répète que ce régime politique organise non pas une plutocratie, mais une plutocratie absolue. Il n'y a pas de contre-pouvoir effectif institutionnel, il n'y a pas de contre-pouvoir institutionnel effectif et réel à la puissance qui est occulte, puisqu'elle n'est pas représentée par une responsabilité afférente. Si vous voulez, le pouvoir réel n'est pas contrebalancé par une responsabilité réelle équivalente. Donc il y a une séparation radicale entre pouvoir et responsabilité. Les responsabilités sont évacuées et le pouvoir est occulte. Donc ce pouvoir occulte appartient bien aux détenteurs de la richesse. Donc la Banque centrale, en réalité, donner le pouvoir monétaire à une banque centrale indépendante, c'est donner le pouvoir monétaire, c'est-à-dire celui d'émettre et de gérer la circulation monétaire, à des banquiers. À côté de ça, je voudrais insister un peu sur ce qu'est le rôle du Parlement. Puisque dans une organisation politique qui est centrée exclusivement autour d'un organe majeur qui est le Parlement que nous connaissons aujourd'hui, qui n'a rien à voir, vous le savez certainement tous, avec le Parlement d'Ancien Régime qui était des cours de justice. En fait, les parlements étaient des cours de justice. Aujourd'hui, le Parlement, c'est un organe qui n'a qu'une seule fonction, celle de faire des lois. Et fabriquer des lois, tous les gens qui ont travaillé sur les organisations vous diront que faire des lois, une organisation, quand elle est créée avec un but particulier, n'a de cesse que de vouloir surinvestir son rôle pour justifier son existence et pour gagner encore plus de reconnaissance. Donc le Parlement, inventer un Parlement dont la seule mission est de créer des lois, garantit de façon certaine à terme une inflation législative. Or, l'inflation législative génère de façon automatique une insécurité juridique. Alors, le parlementarisme tel que décrit, plus la Banque centrale, en réalité réalise la matérialisation institutionnelle d'un anti-État. Vous allez voir que je viens donc de vous décrire qu'un organisme cherche toujours à justifier son existence, que l'insécurité juridique est donc devenue fonctionnelle,
inhérente à l'organisation de notre régime politique et qu'elle génère mécaniquement de l'insécurité juridique. Or, historiquement, l'État a été fondé pour une seule chose, c'est organiser et garantir la sécurité juridique des ressortissants. Donc le parlementarisme, en fait, quand il tourne autour d'un organisme qui n'a que pour seule mission que de faire des lois et de générer finalement une surabondance de lois et une insécurité juridique, eh bien, en fait, révèle, si vous voulez, l'exact opposé de la mission d'un État. Donc le parlementarisme autour d'un organe central qui ne fait que générer des lois, eh bien, en réalité, est contraire à la mission d'un État, qui est de garantir la sécurité juridique des ressortissants. Personne n'a besoin d'avoir des lois qui sont fabriquées à l'appel tous les jours de l'année, tous les mois de l'année. Enfin, tous les jours, peut-être pas, mais enfin, vous voyez qu'il y a quelque chose qui est fondamentalement antinomique entre gérer un État par les lois et prétendre être démocratique et être un État au sens politique du terme. En fait, c'est antinomique. Donc voilà, nous sommes en présence d'un État qui n'est pas un État politique, qui est un État profondément économique, mais dans lequel les responsabilités ont disparu et la sécurité juridique des ressortissants, dans lequel la sécurité juridique des ressortissants n'est profondément pas envisagée en tant qu'objectif institutionnel. Alors, c'est pas tout, parce que cette conception donc, du régime politique, cette conception de l'État autour du Parlement, eh bien, a réalisé profondément une modification profonde des objectifs et de la méthodologie du droit. Nous avons vu donc que l'existence du Parlement génère de l'insécurité juridique, que l'initiative des lois est soumise à la volonté hégémonique des partis politiques et donc en sous-main des détenteurs de capitaux. Donc, et tout ça, ça se structure autour d'une idéologie du droit, en fait. Le droit est érigé comme un but en soi. Et je dois rappeler, parce que peut-être que vous n'avez pas en tête tous ici présents, d'où vient cette institution du Parlement. Eh bien, c'est une institution britannique qui est une émanation du Conseil des barons de la Magna Carta. Alors, on nous a toujours présenté la Magna Carta comme la quintessence de la démocratie. Mais là encore, c'est une imposture, parce que la Magna Carta, ça a été la révolte, en fait, des grands seigneurs féodaux contre la puissance centralisatrice du roi en Angleterre. Et les féodaux ont gagné sur le roi. Et en imposant cette Magna Carta, ils n'ont pas travaillé pour les intérêts populaires de leur société. Ils n'ont pas travaillé, si vous voulez, pour l'intérêt commun général. Ils ont travaillé pour leur intérêt catégoriel restrictif. Donc, ce Parlement, il a été le moyen de modifier la méthodologie du droit qui, au lieu de devenir un moyen d'organisation sociale, est devenu un but en soi. Et les objectifs du droit en ont été donc considérablement modifiés. Alors, initialement, comme je l'ai dit, c'était un moyen d'organiser l'ordre public et la paix sociale, et c'est devenu en fait une arme au pouvoir des puissances d'argent qui ont pris le contrôle, qui historiquement ont gagné le bras de fer entre le pouvoir politique et le pouvoir économique. Donc le pouvoir économique si vous voulez, a submergé le pouvoir économique et a pris le contrôle par le biais de la monnaie des instances, des régimes politiques. Et donc le droit positif est devenu simplement le relais des intérêts privés de ceux qui contrôlent l'État, c'est-à-dire tout en haut de cette organisation, les banquiers qui gèrent et qui génèrent les ressources monétaires. Et par ce biais-là, non seulement l'État, mais également la justice, le concept même de justice a été confisqué par la finance. Alors, il faut comprendre que ça s'est fait de façon structurelle, mais que le droit, pour s'imposer en tant qu'arme au profit des puissances d'argent, a
a suivi une certaine méthode. C'est devenu, si vous voulez, la disparition de l'intérêt collectif a fait que le droit est devenu finalement un outil idéologique. Et ça s'est fait en particulier dès le départ, c'est-à-dire au moment de la Révolution française, en imposant, en mettant systématiquement en avant les droits individuels. Alors, les droits individuels, au-delà de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, qui concerne effectivement le fait que les intérêts catégoriels, enfin les différents intérêts politiques qui traversent une société ne sont pas représentés, donc ça c'est le contexte général, mais au-delà de ça, on en a ajouté une tartine en émiettant en fait les différents intérêts, les intérêts que j'appellerais sociétaux, mais il faut le comprendre en tant qu'intérêt politique, puisque c'est chaque catégorie de personnes qui pourraient avoir des intérêts à défendre. En fait, ces intérêts à défendre sont eux-mêmes émiettés en une multitude de choses que j'ai appelées les droits individuels. Alors, les droits individuels, ça se transforme aussi en droits catégoriels. Je pense aux droits des femmes, droits des enfants, etc., qui cachent en arrière-plan une variété considérable d'émiettement social. Alors, à qui profite cet émiettement social ? Eh bien, toujours au même, in fine, à ceux qui contrôlent l'affectation des ressources monétaires via le contrôle de la Banque centrale. Alors, vous voyez, c'est le roc qui s'émiette. Voilà, les droits individuels réalisent l'émiettement des sociétés humaines. Là où les droits divisent, en fait, ce sont les devoirs qui rassemblent. Et en mettant en avant systématiquement le concept de droit acquis, droit individuel, droit catégoriel, en réalité, les sociétés se sont complètement déstructurées et ont perdu de vue le vivre ensemble, l'idée fondamentale qui les structure ensemble, c'est-à-dire finalement l'intérêt, le plus petit dénominateur commun à tous, qui est l'intérêt commun. Alors, les droits individuels ont été utilisés comme idéologie structurante du parlementarisme dès l'origine. Et ces droits sont un obstacle à l'émergence d'un intérêt collectif supérieur. Ils favorisent la suprématie des intérêts bancaires effectifs. Ils favorisent effectivement cette suprématie et ils réalisent aussi la privatisation de l'État, c'est-à-dire, comme je l'ai déjà expliqué, un anti-État. Alors, historiquement, les droits individuels ont évolué, enfin, leur forme a évolué pour se transformer en droits de l'homme. Et si vous voulez, la notion d'anti-État mondial véhiculée par le nouvel ordre mondial et surtout la volonté hégémonique des détenteurs de capitaux, eh bien, est justement préparée par cette idéologie des droits de l'homme qui ne fait que émietter les intérêts sociaux traversant les sociétés, les différentes sociétés, et faire perdre de vue qu'en réalité, on est ensemble, les gens ont besoin d'être organisés et structurés et d'après des réalités tangibles. Alors, l'évolution du concept de droit a été actée formellement par 3 phénomènes idéologiques. Donc, le premier phénomène idéologique, c'est celui que je viens de décrire, la notion de droits individuels et de droits de l'homme. Le second élément, c'est-à-dire que le second phénomène, c'est ce qu'on appelle la théorie pure du droit d'Hans Kelsen, qui au début du XXe siècle a finalement autorisé le droit à finalement valider théoriquement le fait que le droit ne soit soumis qu'à la seule volonté hégémonique de ceux qui écrivent les textes. Il n'y a pas de réalité tangible qui doivent être un frein à cette évolution du droit. Et le troisième phénomène, eh bien, on assiste à, il est assez sous-jacent, mais il est quand même il est très net en réalité. Et c'est l'organisation institutionnelle d'une confusion entre les sciences humaines d'un côté et les sciences dures de l'autre. L'objectif, c'est de gommer les limites physiques à la volonté humaine de légiférer et de faire ce qu'on veut. Vous savez que ce qu'on appelle sciences dures, en fait, leur objectif, c'est de découvrir les modes de fonctionnement de notre environnement. Donc, à l'origine des sciences dures, il y a une recherche, quelque part, de la vérité qui est validée par expérimentation. A contrario, les sciences humaines ont un tout autre objectif, puisque les sciences humaines ne visent qu'à organiser les collectivités humaines. Donc, les sciences humaines, elles, ne dépendent que des rapports de force qui traversent la société
et ne dépendent que de la seule volonté du groupe qui va s'imposer finalement et qui va établir la règle. Donc vous voyez bien que confondre sciences humaines et sciences dures, c'est à la fois supprimer les limites naturelles, les limites, je dirais, qui s'imposent à l'être humain pour établir les lois sans aucune limitation. Mais c'est aussi, d'un autre côté, de faire intervenir des expérimentations comme règle fondamentale des sciences humaines. Donc en fait, c'est à double tranchant. C'est-à-dire qu'il est aussi vicieux de faire rentrer des sciences dures dans les sciences humaines que de faire rentrer des sciences humaines dans les sciences dures. La réalité, c'est que confondre ces deux champs d'application de sciences, si on peut dire, c'est confondre, c'est rendre confus la raison fondamentale, le sens en fait de la vie sur Terre. Et alors, comme exemple de confusionnisme, eh bien, au début des années 70, les élèves qui étudiaient l'économie sont passés d'une rentrée universitaire à l'autre, avaient le statut d'étudiants en politiques économiques une année, et l'année d'après se sont transformés en étudiants en sciences économiques. Voilà. C'est comme ça que la théorie des jeux est entrée dans les sciences humaines. Donc nous avons une invasion agressive des sciences dites dures, en tout cas des sciences mathématiques, dans l'organisation même de la structure sociale. Et à contrario, nous avons une intervention des sciences humaines, c'est-à-dire d'une volonté humaine illimitée, dans les sciences dures, à travers par exemple le transhumanisme. Alors, le droit n'est plus au service de l'organisation sociale, mais est au service d'intérêts privés. La notion de paix sociale et de justice sociale, dont on parle beaucoup pourtant, et qui est la vocation initiale du droit, en réalité a disparu. Le droit est devenu, sur le modèle du droit anglo-saxon, à la fois modèle institutionnel et modèle de fonctionnement des sociétés, par le biais du parlementarisme, une arme des puissances d'argent pour imposer de façon hégémonique et sans contre-pouvoir institutionnel la prééminence de leurs intérêts privés sur l'intérêt collectif supérieur. Donc les racines, pour synthétiser, les racines apolitiques, aprivatifs de l'anti-État, c'est l'association d'une banque centrale indépendante, du parlementarisme, lequel est fondé sur la prééminence des droits individuels, sur la théorie pure du droit d'Hans Kelsen et sur la confusion institutionnelle entre sciences humaines et sciences dures, et enfin sur la séparation des pouvoirs telle qu'elle est interprétée dans nos régimes politiques, ce que, je rappelle, n'est pas exactement conforme à la vision qu'en avait Montesquieu. Alors, dans ce tableau, il faut bien comprendre que les institutions européennes ne sont que la formalisation institutionnelle de ces plutocraties absolues qui préexistaient. Ces plutocraties absolues étaient cachées sous les oripeaux du parlementarisme et maintenant se sont dévoilées avec les institutions européennes. Donc, cette plutocratie absolue, maintenant, est actée de façon officielle et validée, semble-t-il, par la majorité des citoyens, dans la réalité représentée par les institutions européennes. Donc les hommes politiques sont des hommes de paille. Il faut bien comprendre qu'indépendamment de leur qualité personnelle, le système agit en sorte qu'ils ne peuvent que agir en trahison, par construction, en trahison des intérêts de leur nation, puisqu'ils ne sont pas là pour représenter fondamentalement les intérêts qui traversent la société au sens politique du terme, mais ils sont là pour représenter les intérêts de leur parti par le prisme déformé de la nécessité de financement. Voilà. Donc en fait, les institutions européennes sont au service, comme je l'ai souvent expliqué, des multinationales et des organismes bancaires qui génèrent en fait la ressource monétaire et qui disposent de l'affectation monétaire. C'est-à-dire que ce sont les banquiers qui vont décider de prêter ou pas à telle entreprise, de développer ou pas telle entreprise, de fabriquer des conglomérats ou de liquider en serrant la gorge certaines entreprises en fonction de leurs intérêts stratégiques bien compris. Donc en conclusion, les intérêts qui traversent la société au sens politique du terme, c'est-à-dire la communauté humaine, ne sont pas représentés par nos institutions.
Les institutions sous le joug desquelles nous vivons organisent un anti-État, c'est-à-dire la disparition de l'État politique au sens de la captation du pouvoir par les intérêts privés qui gèrent la monnaie. Les populations sont prisonnières des intérêts privés dominants, dûment représentés par les partis politiques et véhiculés par l'anonymat des multinationales et des structures bancaires. Ces intérêts financiers supérieurs, aujourd'hui dominants sans contre-pouvoir, veulent devenir officiels et créer un gouvernement mondial appelé Nouvel Ordre mondial. Alors, la captation, tout cela n'a pu se faire, on arrive à la partie 2, que parce que dès le Moyen-Âge, les banquiers changeurs, qui étaient donc à la fois, qui avaient une activité de banque, mais également une activité de commerce de l'or, eh bien, aujourd'hui, on les appelle, enfin, leurs successeurs sont devenus les banquiers globalistes, eh bien, ce sont eux qui sont au cœur de l'inexistence démocratique et politique. Voilà, vous voyez, ils ont capté, ils ont emporté le principe politique sur leur dos en catimini, en allumant bien les lampes devant eux pour passer dans les petites parois, enfin, dans les endroits les plus sombres de la société. Alors, il faut bien comprendre en fait que cette captation du pouvoir a eu lieu sur plusieurs siècles. Et cette captation, elle s'est faite de façon profondément, initialement, par le biais de la subversion du concept monétaire. La monnaie, historiquement, a été conçue comme une règle chargée d'organiser les sociétés, profondément chargée d'organiser les sociétés. Et en fait, il s'agissait de faciliter les échanges en créant une échelle de valorisation des biens et services. Sous le joug des banquiers qui ont accaparé l'or dès le Moyen-Âge et même déjà avant, eh bien, la monnaie est devenue un bien matériel qui circule sur un marché. La monnaie a été transformée en devise et les banquiers n'ont eu de cesse que de mettre théoriquement en avant le concept de réserve de valeur. Ils ont trouvé ce concept chez Socrate, je crois, mais la réalité, c'est que ça n'avait certainement pas moi, je n'ai pas lu toute l'histoire monétaire par Socrate, mais je pense que ce concept de réserve de valeur n'avait pas... C'est comme celui de Montesquieu, c'est-à-dire que ça a été dévoyé, sorti de son contexte. Parce que je ne pense pas que Socrate ait une seule fois pensé en arriver où on en est aujourd'hui. Alors, la monnaie est fondamentalement, doit redevenir une institution juridique, donc c'est abstrait, c'est un concept abstrait, c'est une institution juridique chargée du service public de l'étalonnage de la valeur des biens et services. Ce n'est pas un bien circulant sur un marché. Nous devons mettre fin définitivement au concept de devise. La monnaie ne doit en aucun cas être considérée comme une réserve de valeur qui en fait une marchandise circulant sur un marché. Toutes les marchandises circulant sur un marché sont susceptibles d'accaparement. À partir du moment où la monnaie est accaparée, elle est incapable fondamentalement de rendre le service public de la facilitation des échanges pour laquelle elle a été créée. Alors, je voudrais revenir un instant sur l'historique de l'ordre institutionnel monétaire que nous connaissons aujourd'hui et qui va immanquablement, et dans les prochains mois, déboucher sur une organisation, une centralisation monétaire mondiale de la création et de la circulation monétaire. Alors, tout a commencé en 1609. En 1609, avec la création de la Banque d'Amsterdam, qui organisée par des banquiers privés, a été créée avec l'accord et la garantie des États de Hollande. Alors, quand on dit l'accord et la garantie des États, eh bien, il faut bien comprendre que c'est l'accord et la garantie des forces vives, des citoyens, qu'on appellerait aujourd'hui citoyens, qui habitaient les États de Hollande. Ensuite, nous avons eu en 1694 l'avènement de la Banque d'Angleterre. Et à strictement parler, c'est la première banque centrale du monde, la Banque d'Angleterre. La Banque d'Amsterdam n'avait pas encore toutes les caractéristiques de la banque centrale que nous connaissons aujourd'hui. Il faut bien comprendre que cette Banque d'Angleterre n'a pas été créée par Cromwell, mais a découlé de façon
mécanique du fait que Olivier Cromwell a facilité l'arrivée sur le territoire anglais de tous les banquiers qui s'étaient installés en Hollande précédemment. Du reste, cette banque a été créée suite à ce qu'on a appelé la Glorieuse Révolution. Et à cette époque, le pouvoir britannique était partiellement dirigé par une élite hollandaise. Et c'est cette élite hollandaise qui a créé la Banque d'Angleterre en 1694. En 1800, Bonaparte, pensant se jouer des règles finalement de l'adversaire, crée à son tour la Banque de France. À l'époque, il en était le principal actionnaire, mais l'histoire le démontre. Bonaparte est tombé, est parti, mais la Banque centrale est encore là. Donc c'est une leçon qu'il faut tirer de l'histoire. On ne peut, d'une façon stratégique, jamais gagner en utilisant les règles créées par l'adversaire. Alors ensuite, en 1875, nous avons l'apparition de la Reichsbank, qui a été créée par Bismarck et qui fait suite à la loi monétaire allemande du 9 juillet 1873. Ensuite, vous tous ici présents, je pense, avez entendu parler du complot de Jekyll Island de 1910, qui s'est transformé en 1913 en loi sous Woodrow Wilson, dûment conseillé par le colonel House. Et là, nous avons en 1913 la création de la Fed, Banque centrale américaine, sous forme fédérale. En 1930, à l'occasion du plan Young, nous avons la création de la Banque des règlements internationaux. Donc cette banque a été en réalité le résultat de tractations entre Hjalmar Schacht, Dulles et la Banque d'Angleterre, sachant que le Dulles en question, un des deux frères Dulles qui a négocié toutes ces transactions, représentait à la fois les intérêts de la Banque d'Angleterre et les intérêts de JP Morgan. Donc, en fait, si vous voulez... Non, je me trompe. Non, il représentait les intérêts de la Banque d'Angleterre et les intérêts Rothschild, excusez-moi. Et effectivement, les intérêts de JP Morgan sont une sous-émanation des intérêts Rothschild. Donc, en 1930, si vous voulez, la Banque des règlements internationaux est un élément tout à fait fondamental de tout ce processus de centralisation monétaire, pour la bonne raison que c'est la première fois dans toute l'histoire de l'humanité qu'une banque s'érige au niveau d'un État, avec toutes les garanties diplomatiques d'un État. C'est un petit territoire sur le territoire de Bâle. Donc vous avez une institution bancaire que tous les États prétendument politiques du monde respectent. Parce que s'ils prenaient l'envie à l'armée chinoise ou à l'armée russe de venir... d'envoyer une bombe ou je ne sais quoi sur l'immeuble de Bâle qui représente la Banque des règlements internationaux, je veux dire, il n'y a aucune force qui l'en empêche. Donc en réalité, ce territoire est un territoire apatride qui est accepté, il faut le comprendre, par tous les États du monde. Alors ensuite, nous arrivons en 1944 avec les accords de Bretton Woods qui ont créé à la fois le FMI et ce qui est devenu la Banque mondiale. Et enfin, le 1er juin 1998, nous avons la Banque centrale européenne, plus ou moins établie sur le modèle fédéral de la Fed, et qui a été complétée en 2012 par le MES, Mécanisme européen de stabilité, dont les statuts sont calqués sur celles de la BRI, c'est-à-dire immunité juridique. Si vous voulez, c'est une BRI miniature pour les instances au service des instances qui dirigent l'Union européenne. Alors, je voudrais maintenant vous parler non pas des institutions qui se sont concentrées, des institutions monétaires qui se sont concentrées, mais des expériences bancaires d'internationalisation et de centralisation monétaire. Et là, nous sommes obligés de revenir au XIXe siècle avec l'avènement de la zone qu'on a appelée zone sterling, mais qui était en réalité étalonnée sur l'or. En 1931, nous assistons à la fin de cet étalonnage. Et donc la zone sterling disparaît pour réapparaître de ses cendres en 1939 jusqu'en 1972. Donc nous avons du 19e siècle à 1931 la zone sterling étalonnée sur l'or. Ensuite, de 1939 à 1972, la zone sterling. En 1945, De Gaulle, un peu sur le modèle
de Napoléon, qui a créé à la fois la Banque de France et le Code de commerce, eh bien, nous avons De Gaulle qui imite une fois de plus les institutions britanniques en créant la zone franc CFA, qui en réalité représente deux zones, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, dont les monnaies étaient liées d'abord au franc, puis ensuite à l'euro. En 1944, à l'occasion des accords de Bretton Woods, la monnaie mondiale devient le dollar américain, donc pareil, d'abord étalonné sur l'or pour se terminer en 1971. Et en 1973, le dollar devient étalonné au pétrole. Je prends les paris, mais je pense que 2021 sera la date où le dollar redeviendra une monnaie nationale plus ou moins comme les autres, en tout cas qui perdra son statut de monnaie internationale au profit des fameux DTS, droits de tirage spéciaux, qui est pour l'instant encore un simple instrument de compte, mais qui va rapidement se transformer en panier de monnaie. Cet instrument de compte a été créé par le FMI en 1969 et je voudrais juste vous rappeler que l'expérience Dinar Or de Kadhafi, qui a tourné court mais qui avait été initiée en 2009 à l'instigation de Dominique Strauss-Kahn qui dirigeait alors le FMI, eh bien, entrait dans ce projet de remplacement du dollar par les DTS et que évidemment ce projet a avorté par une opposition farouche de certains patriotes américains qui ne voulaient pas perdre leur prééminence, qui ne voulaient pas que leur monnaie perde la prééminence mondiale qu'elle avait. Alors, il y a une suite, on ne s'arrête pas là. Vous savez qu'à partir de 1979, en Union européenne, sur le territoire européen, avait lieu l'écu, qui s'est transformé en 1999 en euro, qui a été une véritable monnaie, alors que l'écu était aussi un instrument, plutôt un instrument de compte. Donc l'euro a circulé sous forme scripturale dès 1999 et a été mis en circulation effective au 1er janvier 2002. Et j'insiste bien sur la chose suivante. L'euro concerne donc 19 États membres de l'Union européenne, mais également 4 micro-États que j'appelle paradisiaques parce que ce sont tous ils ont comme point commun d'être des paradis fiscaux et qui sont les États suivants: Andorre, Monaco, Saint-Marin et le Vatican. Donc il y a eu aussi une nouvelle initiative en 2020 qui s'appelle l'ECO, qui est arrivée en remplacement prétendu du franc CFA UEMOA pour l'Afrique de l'Ouest. Et cet ECO fait partie du projet de grand marché africain et d'union monétaire africaine. Donc l'ECO, c'est un peu le pendant, est amené à devenir un peu le pendant de l'euro, mais sur le continent africain. Alors, irons-nous vers un améro ou un apéro, selon l'évolution des choses? Les deux noms sont envisageables. Je veux dire par là une union monétaire anglo-saxonne. Alors évidemment, les pays des Five Eyes, donc vous avez les États-Unis, la Grande-Bretagne, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, auxquels on peut ajouter peut-être l'Afrique du Sud, le Japon, la Corée du Sud, en fonction de l'évolution de ces pays. J'ajoute que j'ai lu ce matin que le Japon venait de signer un contrat de libre-échange très important avec l'Angleterre. Donc il est probable que effectivement cet améro ou apéro implique, si les choses continuent dans cette direction, effectivement le Japon. Alors les DTS, parlons un petit peu des DTS. Eh bien 2021 sera, 2021 sera aura lieu la prochaine réévaluation du panier de devises. Et 2021 est une année tout à fait stratégique dans les plans des banquiers globalistes, puisque c'est l'année où les DTS vont se transformer en phénix. Qu'est-ce que c'est que le phénix? Eh bien, le phénix du magazine The Economist de 1988 n'est rien d'autre que la résurrection du Bancor de Keynes. Donc les DTS, unités de compte, vont se transformer en monnaie internationale. Cette monnaie circulera de façon dématérialisée et elle sera donc un panier de monnaie. Pour l'instant, et depuis 2016, qui a vu l'intégration du yuan, la monnaie chinoise, eh bien, la composition des DTS, c'est le dollar américain, la livre sterling, l'euro, le yuan et le yen. 2021 va voir une modification de structure tout à fait importante, je pense, de ce fameux panier de monnaie.
Alors, je voudrais vous donner quelques petits exemples en guise de repère. D'abord, le président du Bénin, on a eu une preuve, j'ai envie de dire un peu accablante, du lien qui existe entre ce Covid-19 et l'évolution des DTS. L'ancien président du Bénin, qui est également le patron de la Banque ouest-africaine de développement, s'est prononcé à l'occasion de ce Covid en faveur de l'émission de DTS pour l'Afrique. Mais derrière l'émission de DTS, ne faut-il pas comprendre aussi, c'est pas les DTS émis pour l'Afrique, c'est l'Afrique dans ce projet ECO qui intègre le panier de monnaie de DTS. C'est ça qu'il faut comprendre. Assistera-t-on à une union monétaire en Asie du Sud-Est? Alors cette union monétaire était envisagée au départ à l'initiative du Japon. Elle devait être composée de 13 monnaies, dont la Chine, Corée du Sud, Thaïlande, Vietnam, Laos et Singapour. Mais vous savez tous qu'actuellement, il existe une guerre sans merci entre les États-Unis et la Chine. Et la Chine, cette guerre est apparente et les médias la relaient, mais la guerre qui n'est pas relayée par les médias et qui est la plus importante à mon sens, c'est la dissociation radicale qui a eu lieu ces derniers mois entre les intérêts de la Chine et les intérêts de la City de Londres, la City of London. Donc ces deux entités, la Chine s'est émancipée de façon radicale de la domination monétaire anglaise. Je pense que la Chine ne se trompe pas vraiment ne se trompe pas d'ennemi, puisqu'en réalité, effectivement, les DTS resteront sous la domination des banquiers anglo-saxons qui siègent à la City. Et je ne pense pas que la Chine ait ce projet de rester sous domination des banquiers de la City. Donc pour l'instant, les jeux ne sont pas encore joués, mais en raison en particulier du conflit ouvert entre les États-Unis et la Chine, mais en raison surtout du fait que le gouvernement chinois est en train de faire une opération main propre qui dure déjà depuis peut-être 15 ou 20 ans, mais qui s'est beaucoup accélérée justement à l'occasion de ce Covid aussi, qui consiste à éradiquer du gouvernement les forces politiques qui avaient pactisé avec leur ennemi héréditaire, les banquiers de la City. Tout le monde a en tête l'histoire de HSBC. Donc le gouvernement chinois actuel, à la tête duquel est Xi Jinping, a de façon assez drastique épuré, par exemple, toute l'administration politique du Hubei, qui est la province qui englobe le Wuhan, ville du Wuhan, dans laquelle toute cette épidémie, enfin toute cette histoire de Covid est partie. Voilà. Alors en conclusion de cette deuxième partie, eh bien voilà, je vous propose le dessin suivant. La main qui donne. Donc quelle est la main qui donne? C'est la main qui gère la monnaie, ce sont les banquiers. Et la main qui reçoit, la dame qui reçoit le coup, en fait, ce sont toutes les populations soumises. Et qui part avec le magot? Voilà, et ben, le même voleur qu'on a vu tout à l'heure avec sa lampe de poche. Alors, je vais maintenant aborder la troisième et dernière partie. Et à l'occasion de cette partie, ensuite, je vous donnerai la parole pour ceux qui ont d'éventuelles questions. Mais je voudrais dire, j'insiste beaucoup pour dire que ce n'est pas un exposé théorique, mais qu'à travers cette troisième partie, j'invite tous les gens présents ici et tous les gens qui m'écoutent à se réorganiser réellement, personnellement, avec leur cercle de connaissances, en commençant très petit, mais partout sur le territoire, de façon autonome et réellement politique. Parce que l'avenir politique des peuples, c'est-à-dire leur liberté, parce qu'au final, je n'ai pas détaillé tout, mais c'est effectivement la liberté et comment dirais-je, le droit de penser qui va nous être dénié. Donc je pense que notre génération est impliquée, mais les générations qui nous suivent auront les effets de ce que notre génération aura ou pas eu le courage de réaliser. Donc aurons-nous la capacité de reprendre en main le double phénomène politique et monétaire? Là est toute la question.
Voilà, c'est une course contre la montre puisque les banquiers globalistes qui gèrent toutes les institutions internationales, eh bien, aujourd'hui, sont très organisés, ont le pouvoir monétaire pour eux et ont des plans très, très élaborés avec un timing bien précis. À l'occasion de ce timing, 2021 est un élément tout à fait fondamental. Et nous, à côté, on doit pouvoir, vous savez, profiter de la situation pour renverser les choses à notre avantage et imposer notre propre projet politique. Alors, les conditions du renouveau politique, eh bien, elles sont les suivantes. D'une part, de façon radicale, la fin du parlementarisme, c'est-à-dire que l'État doit être, les régimes politiques doivent être réorganisés autour de ce que j'appelle soit groupement d'intérêts, soit collectif d'intérêts, qui permettront la représentation politique effective des différents courants qui traversent la collectivité humaine. D'autre part, évidemment, la fin de la Banque centrale indépendante. L'État tel que nouvellement construit, enfin tel que nouvellement conçu, doit être seul en charge de la gestion monétaire, aussi bien pour l'émission que pour la circulation. Et enfin, un retour à la conception monétaire initiale, qui est une condition tout à fait sine qua non du projet de renouveau politique. La monnaie doit redevenir une institution publique au service du développement des échanges. Ça doit redevenir un simple principe d'étalonnage de la valeur des biens et services. Elle doit quitter son rôle de réserve de valeur que les économistes ressassent en permanence. Et enfin, la monnaie doit avoir le statut d'une institution juridique et non d'un bien. Donc nous assisterons donc ici à la fin des devises. Vive la vraie monnaie. Et ça, c'est pour du vrai, pour du bon ? Ah bah oui, ça c'est la condition sine qua non du renouveau politique. Si on ne change pas le concept monétaire, il ne se passera jamais rien, puisque des gens recommenceront à accaparer les monnaies et à les gérer l'affectation monétaire comme bon leur semble. Jamais de la vie. C'est pour ça que je vous dis, non mais il faut... Attendez, les politiques, c'est quand même quelque part le reflet d'une prise de conscience générale. Si 67 millions de Français prennent conscience que le phénomène monétaire a été dévoyé, les choses changeront. Elles changeront forcément. Donc je vous invite à réfléchir sur ce concept monétaire. Alors, là, on vient de voir les conditions du renouveau politique. Mais pour que ce renouveau politique ait lieu, il faut aussi que nous ayons une sérieuse évolution, pour ne pas parler de révolution, mais dans le sens positif du terme, des évolutions nécessaires. Alors, en quoi je parle là de la réforme du droit. Il faut revenir au droit commun. Et le droit commun n'existe que s'il est civil. Le droit commun est civil ou n'est pas. Donc, j'invite et je milite pour la disparition des droits d'exception, que sont notamment le droit commercial, le droit social, mais aussi, et dans une moindre mesure, le droit rural. Nous devons retrouver un principe de responsabilité juridique égale pour tout le monde, dans des conditions identiques, avec évidemment, en fonction des situations particulières, une capacité d'adaptation. Il faut également réformer le droit de l'entreprise. Je propose une nouvelle et unique forme pour toutes les activités professionnelles qui aura que j'appelle personnalité professionnelle et qui remplacera les multiples personnalités morales qui existent aujourd'hui et qui ne sont que des instruments au service des principaux propriétaires de capitaux. J'invite également à faire, et là vous devez vous-même y réfléchir, à faire une claire distinction qui existait en France mais qui a été battue en brèche une fois de plus par l'avènement des institutions européennes. Donc à faire une claire distinction entre les normes qui sont liées aux professions, qui sont la fonction normative liée, si vous voulez, au fonctionnement des différents métiers, des différentes activités humaines, qui n'ont rien à voir, qui sont de la réglementation et qui n'ont strictement rien à voir avec le droit proprement dit. Le droit qui n'a pour fonction qu'une seule chose, c'est de gérer et organiser la vie du groupe, la vie en commun. Et ce droit doit répondre à une seule chose, donc au principe de justice. Alors, parlons de la réorganisation du corps social. Je vous propose de définir ça autour de groupements d'intérêts, que certains appellent collectifs d'intérêts.
au nombre de 3 grandes catégories. La première grande catégorie, ce sont les groupements à vocation commerciale, dont l'objectif est de faire des bénéfices. La deuxième catégorie, ce sont les groupements à vocation sociale, mais il ne faut pas entendre ça au sens politique du mot social, au sens politique que ce terme a pris, mais plutôt au sens social, c'est-à-dire qui crée du lien ou du bien-être social. L'objectif étant d'améliorer la vie de chacun par l'amélioration de la vie en commun. Je pense à l'éducation, à la santé, au sport, à la culture. Et enfin, la dernière catégorie qui est les groupements, qui représentent tous les groupements à vocation spirituelle. Leur objectif est de suivre une ligne de conduite morale. Donc ces groupes seront de véritables relais politiques des différents intérêts catégoriels qui traversent une société politique au sens de la collectivité politiquement organisée. Ces groupements agissent comme des contre-pouvoirs politiques les uns par rapport aux autres. Ils sont fondamentalement politiques parce qu'ils sont eux-mêmes le contre-pouvoir de leurs voisins. Et ces groupements d'intérêt n'ont pas vocation, stricto sensu, à prendre le pouvoir politique. Ils sont le pouvoir politique. Et ils n'ont pas pour vocation de prendre la domination sur les hommes ou de dominer les hommes ou les institutions. Un groupement qui aurait ce genre de velléité devrait être immédiatement dissous. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un groupement d'intérêt ? Eh bien, c'est d'abord une gestion autonome de son activité. Qu'est-ce que c'est ? Ce groupement d'intérêt doit être organisé de façon centrale, mais avec des niveaux local, régional et enfin national. Tout part de la base, en local, pour remonter in fine avec une organisation de type national. Chaque groupement est chargé de la gestion normative de son activité. Il a donc une activité réglementaire et non pas juridique au sens propre. Chaque groupement est également chargé d'organiser un système juridictionnel interne afin de gérer et résoudre les conflits liés à l'exercice de l'activité. Je propose que les décisions de ces tribunaux soient susceptibles d'appel devant les tribunaux d'État qui sont délégués au niveau des régions et eux-mêmes soumis à un 3e degré de juridiction étatique qui relèvera du gouvernement. Enfin, le gouvernement, qu'est-ce que c'est que ce gouvernement nouvellement conçu ? Eh bien, d'abord, il est issu des 3 grands corps de groupements d'intérêt, chacun faisant une proposition d'équipe de gouvernement, chacune de ces 3 grandes catégories faisant une proposition d'équipe de gouvernement qui sera validée effectivement là par un vote public, mais qui sera entouré de toutes les explications voulues, du CV détaillé des personnalités proposées, de leur implication dans le développement collectif, etc. Sa mission à cet État, eh bien, c'est d'organiser et de gérer la vie en commun, c'est-à-dire la mission normale et essentielle, et la mission élémentaire, celle qui a justifié l'existence de l'État, eh bien, c'est d'organiser la vie en commun. Alors, les prérogatives régaliennes de cet État, ils sont au nombre de 4. D'abord, le contrôle et l'émission de l'émission et de la circulation monétaire, la gestion des forces de l'ordre à la fois civiles et militaires, faire le droit, c'est-à-dire réorganiser un droit commun qui soit civil, et réviser fondamentalement les règles du droit pénal, et enfin dire le droit. Je propose une délégation territoriale au niveau des régions pour les 2 premiers degrés de juridiction, mais avec l'existence d'une justice retenue en dernier recours. Et cette justice de dernier recours doit pouvoir juger en droit, donc en cassation, ou en équité. Et quand cette justice de dernier recours jugera en équité, il faudra assortir ces décisions d'une interdiction de collecter d'une quelconque manière que ce soit ces fameuses décisions rendues en équité, afin d'éviter le développement de 2 justices parallèles qui a eu lieu, par exemple, en Grande-Bretagne. Eh bien voilà, nous arrivons à la fin de cet exposé. J'ai beaucoup synthétisé la plupart de toutes mes idées, mais maintenant, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que l'heure des choix politiques et sociétaux a sonné. C'est soit la vie et la liberté, si la collectivité est capable de s'organiser, sinon ça sera la domination des banquiers et l'esclavagisme pour nous et nos descendants. Je vous remercie. Merci beaucoup.